bienvenue sur cet événement organisé donc avec nos amis de Conto qui sont venus en force tout au fond là-bas. Salut, Théo et Théo notamment, ils m'ont dit salut moi c'est Théo, puis derrière il y en a un qui dit salut moi c'est Théo, j'étais très surpris mais j'ai pas bugué, c'était vrai. On a aussi l'équipe d'Orso Média qui est là-bas aussi, voilà. Et puis beaucoup de gens que je connais de près de loin. Et puis autour de moi, on a Émilie. Salut Émilie, ça va? Salut, bah, très bien. Tiens, on va faire le tour de table, on va commencer comme ça, et puis je me présenterai un par un. Émilie, toi, tu es là ce soir pour... Donc l'idée de ce soir, pour remettre les choses à l'endroit, c'est de montrer qu'on peut entreprendre de plein de manières. Que en fait, on a des figures d'entrepreneurs, notamment sur mon podcast, sur mes podcasts, qui font pour beaucoup des choses assez incroyables, avec des idées potentiellement incroyables, d'autres plus ou moins. Moi, si je prends Cosa Vostra, qui reste mon activité principale, en tout cas en termes de volume d'affaires, ça reste une agence digitale, c'est pas un truc fou en fait en termes d'idées, et pourtant ça grossit, et voilà. Et si on prend 90, 95, 99% des personnes qui nous entourent, des entrepreneurs qui nous entourent, ce sont finalement des chauffeurs de taxi, enfin là je parle d'artisans, mais des boulangers, des architectes, des gens comme ça qui n'ont pas forcément inventé l'eau tiède, en tout cas sur le métier qu'ils font, mais qui derrière vont faire leur métier bien. Et quand on est notamment, je sais pas moi, chauffeur de taxi, on peut finir avec G7, où on peut finir, quand on est boulanger, on peut finir finalement avec 15, 20, 30 boulangeries, j'en connais quelques-uns qui ont fait ça, dans mes auditeurs notamment. Et voilà, donc c'est vraiment l'idée de se dire ce soir comment on peut réfléchir à différentes manières de se lancer. On a un beau panel ce soir, et on commence, tu vas te présenter, je vais faire comme sur mon podcast si tu veux bien, pour m'expliquer quelle tranche des entrepreneurs tu représentes ce soir. Alors d'abord, je te remercie de me recevoir et de recevoir VO2 Group à travers moi, du coup. Donc, je suis Émilie Daversin, je suis cofondatrice de VO2 Group, qui est une société de conseil en transformation digitale. Donc effectivement, la transformation digitale, c'est un métier qui est maintenant assez connu, mais on le fait avec un twist. Voilà. On fait les choses différemment, on est très engagé, on est indépendant et on est passé en 10 ans de 1 personne à 500. 2 personnes. De 2 personnes. Non, parce qu'en fait, au départ, Florent était tout seul au jour 1. Et là, quand il m'a dit je démarre, j'ai fait non, tu ne partiras pas tout seul. On va faire les choses bien, parce qu'on avait eu déjà des histoires entrepreneuriales assez corsées avant. Voilà. Donc c'est un métier qui effectivement. Oui, pardon. Bien sûr. Alors j'ai cofondé VO2 Group avec mon mari. En tout cas, c'est lui qui a lancé le VO2, et moi je me suis greffée, mais vraiment jour 1 en disant voilà, ce ne sera pas un solo entrepreneuriat. Et voilà, donc c'est effectivement une idée classique, mais on le fait très différemment. Mais moi je suis persuadée que quand on regarde un peu les scale-up, parce qu'on rencontre aussi beaucoup de monde dans notre métier, de la tech, les idées ne sont pas non plus incroyables. C'est-à-dire qu'on va faire la petite tranche supplémentaire qui fait que ça change tout. Je vais faire une bonbonne voilà. pour la rocket science. Voilà. Donc, bon, voilà, il faut être honnête, quand même. On n'en voit pas tous des gens sur la lune, c'est vrai. Toi, pardon, c'est toi que je cherchais. Tu as aussi entrepris en couple. D'ailleurs, on va peut-être revenir un peu là-dessus, parce que, mais d'une différente manière. L'idée, c'était vraiment alors pour toi, de te lancer en rachetant une entreprise, Charles-Antoine. C'est ça. Donc moi, j'ai passé 15 ans dans la banque. Donc j'ai un parcours assez classique en France et au Canada. Et en voyant tous les patrons de TPE-PME que je conseillais sur des problématiques de financement, les années passant, je me suis dit j'ai absolument envie d'être de l'autre côté de la barrière. Et donc j'ai arrêté la banque. Donc c'était aussi, quand on parle de frein à l'entrepreneuriat, un des freins à l'entrepreneuriat, c'est aussi le salaire qu'a un banquier. Donc abandonner son salaire pour se mettre à l'entrepreneuriat, c'est pas forcément très simple. Et donc j'ai décidé de racheter une entreprise il y a 3 ans. Donc c'est un process qu'on pourra détailler qui est un peu long, qui est risqué, à la fois sur le plan humain, sur le plan financier, sur le plan familial. Mais voilà, aujourd'hui, évidemment, je suis très heureux. Et effectivement, ma femme travaille dans mon entreprise, qui est une entreprise de conseil et d'audit en certification. Donc voilà, pareil, c'est pas quelque chose qui fait très rêver, honnêtement.
la certification, les normes ISO, etc. C'est vraiment, c'est plutôt pas un business très sexy. Mais voilà, en tout cas, on peut entreprendre même sur des business qui sont pas très sexy entre guillemets, tant qu'on a effectivement cette fibre entrepreneuriale et cette volonté de développer un business de A à Z et puis de faire grandir ses salariés. Est-ce que c'est si important d'avoir un business sexy? Est-ce que en fait, tu t'éclates dans un business pas sexy ou... Moi, je connais tellement de gens qui voulaient bosser dans la musique, toujours, qui se retrouvent à bosser dans la musique, à travailler comme des chiens, à s'emmerder, enfin vraiment, pas s'éclater, parce que oui, il y a des strass, des paillettes, mais c'est pas forcément l'éclat. Est-ce que dans les normes ISO, tu peux des strass et des paillettes? Oui, non mais... Alors après, moi je suis pas opérationnel, c'est-à-dire que mon rôle aujourd'hui c'est de développer l'entreprise, donc on a multiplié par 2 le chiffre d'affaires, je regarde les opportunités d'acquisition, donc voilà, c'est plus vraiment en développant l'entreprise que je m'épanouis, c'est comme ça que je m'accomplis quelque part, mais effectivement sur le métier à proprement parler, c'est plus voilà, comment est-ce qu'on drive ces différents salariés sur les faire grandir, c'est ça qui m'anime au quotidien. Samir Bouassoun, toi tu as choisi une autre voie pour entreprendre qui a été finalement d'itérer, de réfléchir, de voir des méga trends, c'est un peu ça l'idée, des méga tendances, et de te dire ok, sous ces méga tendances, il y a des choses à faire. Tu peux nous expliquer un peu comment ça marche? Oui, bien sûr. Merci Mathieu et bonjour à tous. Je suis ravi d'être là. Alors, effectivement, je ne me considère pas comme une personne très créative de base. Et une idée, mine de rien, c'est créer, en quelque sorte. Et avec mes associés, quand on a toujours voulu entreprendre, on s'est dit, ok, comment on a une idée, comment on fait. Et on ne croyait pas qu'un jour, sous la douche, on allait avoir l'idée du siècle. Donc, ce qu'on a fait, c'est que soirée et week-end, déjà on démarrait l'entrepreneuriat, entre guillemets, on a créé plusieurs méthodologies, une dizaine de méthodes, pour aider au processus de création, qui est un processus qui est, mine de rien, assez bâclé. Et c'est d'apporter un petit peu de rigueur, avec du bon sens, pour en quelques heures en sortir avec beaucoup d'idées. En fait, nous, on a appliqué la méthode pour nous-mêmes et on est sorti avec 50 idées. Voilà. Et l'idée après, c'était de les trier, de réfléchir en fonction de certains critères qui sont mathématiques ou personnels, subjectifs ou objectifs. Et à la fin, on est sorti avec une idée qui est Gifty. Voilà. Alors pour parler peut-être... Pitch-le-nous, je sers de l'eau. Très bien. Alors, Gifty, on a créé Gifty parce que on est dans un monde très digitalisé aujourd'hui, avec on parle de marketing automation, on parle d'IA, de metaverse, et donc l'humain aujourd'hui est moins présent, entre guillemets, et pourtant c'est toujours aussi important. Alors il y a un canal qui marche historiquement bien, c'est le canal du physique. Donc, quand je parle de physique, c'est l'envoi d'une lettre, d'un contenu, d'un livre blanc, d'un objet. Et pour créer de l'engagement, créer du lien, créer de l'humain à distance. Et la plupart des canaux de communication ont été inventés, l'email, le LinkedIn et autres. Et donc on peut faire ça simplement, rapidement. Et l'idée de Gifty, c'est justement d'apporter la facilité qu'on va avoir avec le digital, avec une plateforme, mais avec l'impact du physique pour créer de l'émotion. Donc on est une plateforme SaaS où on peut se connecter avec des CRM, des logiciels RH pour envoyer des lettres et des contenus et autres. Voilà. Très clair, bien du virtuel pour aller au réel, c'est un peu le fondamental. Et la méga tendance au-dessus, c'était quoi alors? C'était justement qu'on se déconnectait trop? Alors bon, on a essayé de normaliser le processus créatif, mais bon, c'était quand même dans la créativité. En fait, on est parti de plein de tendances qui vont être la digitalisation, qui vont être l'engagement, les canaux de communication, et au final, en itération. Au bout de 6 mois, on est sorti avec une idée, mais si je peux dire un truc sur une idée, c'est qu'une entreprise, ça démarre avec quelque chose, donc un métier qui peut être a priori simple à comprendre ou pas, et une idée, ça évolue, ça se développe, ça change. Gifty, quand on avait notre page blanche, on avait plein de besoins qu'on avait repérés, c'était pas le pitch que je fais maintenant. Au début, c'était ok, comment on peut remercier, créer du lien. Donc on a sorti avec une idée qui était plus simple. Et au fur et à mesure, en discutant avec des clients, des prospects, l'idée a évolué. Et je pense qu'elle continuera à évoluer de manière infinie, entre guillemets. Et c'est vraiment un processus dynamique. D'accord. Ouais. Très clair. Des pivots.
les uns après les autres. Voilà, des pivots, exactement. Et toi, Romain, alors, toi, tu as eu l'idée du siècle. C'est un peu... je vais être sympa ce soir avec toi, en plus, c'est sympa. Non, Romain est employé chez Conto, mais c'est pas sous cette casquette qu'il est là aujourd'hui. C'est que toi, tu as été entrepris, alors c'était pendant tes études, hein, je crois. Oui, c'est ça. Alors, moi, j'ai un papa entrepreneur. Je pense que c'est un peu l'origine de tout. J'ai toujours baigné un petit peu dans cet esprit d'entreprise. Et lorsque j'étais plus jeune, au collège, et que je lui demandais un peu d'argent de poche, il me disait bah, on va bosser, et puis tu en auras des sous, tu n'en auras pas sans rien faire. Et donc, j'ai baigné un peu dans ce truc-là où je travaillais au marché. Super endroit, hein. Quand vous cherchez du boulot et que vous êtes étudiant, où j'ai... C'est-à-dire que tu vas au marché, tu descends en bas, tu vas au marché en bas, tu dis est-ce que tu as un job pour moi? Je suis allé au marché voir un vendeur de fruits et légumes à l'époque pour lui dire ça y est, j'ai 16 ans, j'ai envie de bosser, il faut des sous. C'était un samedi matin et il m'a dit bah, écoute, il manque quelqu'un, passe de l'autre côté et commence. Je m'attendais pas du tout à démarrer, mais voilà comment ça a démarré. Et il se passe quelque chose quand on a 16 ans et qu'on a un peu d'argent de poche, c'est qu'on aime bien, on peut sortir, on peut aller au cinéma, on peut faire plein de trucs avec ses potes. Et c'est très compliqué après de dire bah non, j'ai envie d'arrêter de bosser le samedi matin parce que j'ai toujours besoin de cet argent de poche. C'est gratifiant. Je veux dire, est-ce que le matin ça te saoulait de te lever et d'y aller ou finalement il y a plusieurs étapes. Je pense qu'à 16 ans, ça faisait plaisir de faire un truc de plus que les copains ils faisaient pas vraiment. Et il y a un petit peu cette histoire d'ego, je pense, qui rentre en compte, mais ça me plaisait d'aller gagner mes sous et de pas demander à mes parents pour aller me payer mes sorties, etc. Alors que je pense que si je leur avais demandé après, ça aurait pas été radin non plus, hein, mais ça a été le fait de dire ok, mais c'est mes sous, donc déjà je peux pouvoir les dépenser où je veux, personne ne va rien pouvoir me dire. Et j'ai fait ça entre 16 et 20 ans, je suis passé par à peu près tous les stands de la boucherie, parce que mon papa était boucher, donc j'avais appris ça quand j'étais tout petit. Fruits et légumes, j'ai vendu des fleurs, j'ai vendu du pain, j'ai vendu des olives, enfin j'ai fait pas mal de stands. Tu essayé de rester dans le marché en bas de chez toi, c'était que le samedi matin ou du coup tu faisais des jours de semaine Je faisais des marchés chez moi, à Herblet dans le 95, et également les marchés bio à Paris que j'avais connus quand j'étais plus petit. Et en fait, à 20 ans, j'étais en DUT technique de commercialisation, j'étais en alternance. J'ai continué à bosser en alternance pour faire mes études, où je vendais des logiciels aux experts comptables, hein, ça n'avait rien à voir. Et je me disais, je continue de bosser le samedi et le dimanche parce que ça me fait des sous. Et que même quand on est en alternance, on gagne un petit peu de sous, mais quand on en gagne encore plus le samedi et le dimanche, c'est assez dur de se dire, allez, j'arrête. Parce que finalement, ça veut dire couper un petit peu le budget, et j'en avais trop besoin pour sortir avec les copains. Et à 20 ans, il s'est passé un truc, c'est qu'il y a une place sur le marché où je travaillais en tant que vendeur de fruits et légumes qui s'est libérée. Pour faire vente de volailles, charcuterie, rôtisserie. C'est un métier que j'avais un peu appris parce que mon père, quand j'étais tout petit, je bossais un petit peu avec lui. Enfin, je bossais. Je l'accompagnais au marché, je le regardais, je vendais des œufs, quoi. Et je me suis dit, pourquoi pas moi, j'ai 20 ans, oui, je suis à l'école à côté, mais je peux peut-être essayer. En fait, qu'est-ce que je risque? Bon, au début, pas grand-chose, puis après, on a besoin de sous pour acheter un camion, une remorque, des vitrines, investir un peu, donc on comprend le risque. Mais en fait, à 20 ans, je me dis, franchement, ça va, j'ai le temps, j'y arriverai, je sais faire, et puis ce que je sais pas faire, je l'apprendrai un peu en faisant. Et donc, c'est parti un petit peu sur un coup de tête, où je m'étais dit, bon, allez, je vais faire un petit business plan, je vais regarder combien je peux vendre de poulet rôti sur les marchés, c'est quelque chose que je sais faire. Et je me prenais un petit peu au jeu, j'avais déjà toute une clientèle que je connaissais parce qu'ils m'avaient vu passer par tous les stands du marché. Et j'étais un peu encouragé par cette clientèle qui me disait ouais, vas-y, pourquoi pas, on te connaît, on viendra t'acheter des poulets. Mon employeur à l'époque en DUT me disait franchement, ouais, vas-y, ça te correspond bien, c'est drôle. Et tu l'as bien pris? Ouais, j'ai toujours eu un petit peu ce petit côté marché, donc je me suis lancé. J'avais un copain qui venait m'aider le samedi, j'en avais 2 qui venaient m'aider le dimanche. Et puis en fait, ça s'est fait un petit peu naturellement dans une période de fin de DUT, début d'école de commerce. C'était des poulets rôtis. J'avais pas poulet rôti, charcuterie, poulet cru aussi sur les marchés bio. Okay. Et je me suis dit, allez, je me lance, pourquoi pas. Donc il faut une machine pour les rôtir. Mais j'ai acheté une remorque avec des rôtissoirs dedans, des vitrines, enfin plein de choses, quoi. Et puis c'était ma petite boîte en me disant, là pour le coup, je vais pas aider quelqu'un, c'est mon projet,
c'est Romain et ses poulettes. Chose qui portait à rigolade, sauf que j'avais que des potes mecs avec moi sur le stand. Donc quand les gens disaient mais elles sont où les poulettes, je disais bah c'est eux. Chose qui aurait été hyper mal prise si j'avais eu des vendeuses à la place. Et donc c'était très drôle. Je pense qu'y aller avec des potes qui venaient m'aider, ça m'a rassuré un peu, même si c'est hyper compliqué de manager des copains. Je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà fait. Mais c'est horrible. C'est horrible. C'était un peu le petit projet. Et il se trouve que sur ce marché, en particulier le dimanche matin, boulevard Raspail, j'avais un client nommé Cyril Chiche. Qui, okay. Exactement. Qui est passé me voir un matin de 2013 avec Antoine Porte, qui m'a dit écoute, associé, ouais. Exactement, on a un petit projet là, on a envie de lancer une boîte pour faire du paiement mobile. À l'époque, en 2013, je me suis dit c'est quoi ce truc-là? Et ils m'ont dit écoute, franchement, ça te dirait pas d'être sales pour nous? On sait que tu rentres en école de commerce, mais vas-y, viens, lâche ton contrat alternance, c'est bien pour nous. Ils t'ont dit ça sur le marché ou... Sur le marché. Ok. En fait, ils ont pris l'idée du siècle, c'est de se dire si les commerçants du marché bio installent l'application Lydia Pro et qu'on arrive à leur faire prendre, l'application, ça va marcher partout. Et à l'époque, Lydia n'était pas encore sortie. Et à la fin de la présentation, je suis allé les voir et j'ai dit franchement, ça a l'air cool votre truc, est-ce que je peux investir? Je devais avoir 500 € sur mon compte. Ils m'ont dit bah non, mais en vrai, on veut t'embaucher. Et c'est de là qu'est parti. Quand même filer des actions, j'espère, parce que tu n'as pas pu tes 500 balles. Ils sont hyper compliqués en égo. Et c'est là qu'est partie une autre aventure qui, pour le coup, n'était pas mon entreprise, mais je suis arrivé, je crois, à 6e ou 7e dans la boîte. Donc j'ai continué ces activités-là, de la semaine essayer de lancer une start-up comme Lydia, que personne ne connaissait, et où on allait installer vraiment un par un les applications tous les midis. Et puis le samedi et dimanche, j'avais un peu mon petit jardin de jeux à moi, au marché, où j'allais vendre mes poulets, où c'était mon truc, avec mes clients, avec mes copains, et où j'essayais de faire installer Lydia à tout le monde pour qu'ils me payent avec. Et c'était un peu sympa de faire un peu le ping-pong entre ces deux vies qui avaient a priori sur le papier rien à voir et qui pourtant me donnaient assez d'énergie pour le faire tous les jours. Et t'as arrêté? J'ai continué ces deux activités pendant... Enfin, Romain et ses poulettes, ça a duré 8 ans. Lydia, 7. Et je suis parti pour rejoindre Conto, pour continuer un petit peu mon apprentissage sur ce terrain fintech, et où là, pour le coup, on change un peu le monde. Alors que moi, en vendant des poulets, j'apportais pas mal de sourire au quotidien à mes clients, mais je changeais pas trop le monde. J'ai arrêté pour pouvoir me dire et si j'essayais de me mettre à fond dans un projet la semaine. Ça a été un choix, je pense que j'ai mis bien 1 an avant de me décider sur ok, qu'est-ce que je fais de Romain et ses poulettes, parce que c'est vrai que c'est un peu mon truc à moi, j'en étais super fier. C'est une boîte que j'ai construite, que j'ai revendue, et donc j'ai trouvé un repreneur. C'est très difficile de se séparer d'une boîte parce qu'il y a toute l'histoire qui va avec, tout ce qu'on a vécu. Et je pense que juste à un moment donné, je me suis dit, bon, j'ai envie d'essayer de me mettre sur un projet à la fois et on va voir ce que ça donne. Mais le frein de se séparer d'une activité qu'on a construite de zéro est assez compliqué à surmonter. Passionnant. Voilà, comme quoi on peut entreprendre en parallèle d'un job. Combien de personnes, vous pouvez lever la main, sont entrepreneurs ici et combien aimeraient l'être, du coup ok, pour voir un peu... on est à peu près à 50-50, je pense. Mais ça fait pas 100%, c'est ça qui est intéressant. Je me dis, tiens... Mais en effet, je suis assez d'accord, je me suis la remarque. Il y en a qui sont indépendants, peut-être, qui sont un peu entre les deux, c'est possible. Ok, alors la question que je vais avoir pour vous tous, c'est pourquoi entreprendre? Eh bien parce que... Alors moi, j'ai toujours entrepris. À l'âge de 7 ans, j'éditais mes journaux à l'école, je faisais mes spectacles, enfin, j'ai toujours fait plein de trucs. Mon rêve secret, j'en ai deux. Un, c'est d'avoir
une entreprise familiale aussi importante que celle que j'ai pu voir dans les séries de mon enfance, les dynasties, maintenant, tu sais, cette série là sur Apple, comment ça s'appelle Dallas et tout, moi. Ouais, non, mais maintenant, il y a une série incroyable avec une dynastie familiale et les enfants sont un peu... Succession. Bah voilà, mais c'est mon rêve. Voilà, ça, c'est ce premier rêve. Et deuxième rêve, c'était d'être embauché chez L'Oréal, par exemple. C'était mon truc, ou être embauché chez Accenture, etc. Pendant mes études, c'était les boîtes dans lesquelles il fallait aller. Mais voilà, moi, j'ai été virée de mon lycée. Après, j'ai fait une école de commerce, mais j'ai été quand même virée à la fin de mon stage étranger parce que je foutais rien. J'organisais des soirées, etc. Après, j'ai été virée de mon premier job. Bon bah voilà, tu vois, un moment. Et donc l'entrepreneuriat, ça vient aussi en fonction des talents qu'on a, des gens qu'on rencontre. Voilà, tu vois, à un moment, il n'y a plus de risque, il n'y a pas de sujet, le truc est là, ça te correspond. Ça peut aussi venir comme ça, quoi, simplement. Ouais, bon, on voulait pas de moi nulle part, c'est ça le problème. Donc, ta entreprise, c'est un peu l'idée de temps en temps, quoi. Ben oui. Et là, je prends quelques revanches, tu vois. mais bien. Et pour toi, pourquoi tu voulais entreprendre ? C'est une vaste question. J'ai un profil, j'ai vécu toute ma vie à l'étranger. Donc, je suis né à l'étranger, j'ai vécu ensuite en 7 pays. Je suis fils d'un expatrié. Et je suis quelqu'un de très curieux, j'aime bien résoudre des problèmes. Je suis quelqu'un de très humain. Donc l'aventure humaine, pour moi, ça m'intéressait beaucoup. Et jeune, j'ai vécu 8 ans au Brésil, du coup je m'amusais à faire du surf et à sortir. L'école, c'était pas forcément mon truc. Et ensuite, je me suis dit, allez, t'as envie de réussir. J'avais ça dans ma tête. Je me suis dit, je sais que pour réussir, il faut beaucoup travailler. En tout cas, c'est comme ça que j'avais réfléchi à 17 ans. Et je me suis dit, je vais en prépa. Parce que le monde des affaires, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et donc, je suis parti en prépa en me disant, si je monte, j'arrive à me prouver à moi-même que j'arrive à bosser comme un dingue, peut-être que je vais me prouver à moi-même que je peux réussir aussi. Donc, je suis allé en prépa et ensuite, j'ai fait école de commerce. Et après, je fais de la finance et autres. Toujours dans l'objectif d'entreprendre à un moment donné. Et après, je suis tombé avec des serial entrepreneurs qui ont monté de boîtes de conseil, l'investissement. J'ai bossé là-dedans pendant quelques années et à un moment donné, j'ai monté ma boîte et notre boîte avec mes associés parce qu'il y a une opportunité, le framework, etc. Et voilà, j'aime bien entreprendre parce que je pense que c'est une forte aventure humaine, pouvoir développer et même faire monter les gens en compétences dans leur vie, dans ce qu'ils veulent faire, avoir notre petit monde un peu à nous, avec des salariés et des gens, j'espère, qu'on proches, et en même temps résoudre des problèmes, avoir cette culture de sacrifice, résoudre des problèmes, essayer d'aider les autres, bien sûr avec une contrepartie financière parce que le monde fonctionne un peu comme ça, mais la partie humaine, aider et résoudre des problèmes, moi, c'est ce qui me motive au quotidien. C'est là où votre framework, enfin, qu'on n'a pas décrit exactement, mais tu nous en parlais hier, justement, sur les méga tendances, j'ai envie de dire, en fait, typiquement, il va y avoir beaucoup d'habitants dans le monde, il va y avoir besoin de plus de nourriture. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme métiers qui vont apparaître en dessous je sais pas, tu nous parlais de culture verticale, il va falloir des gens pour installer ces choses-là, enfin, des choses qui finalement peuvent te projeter assez loin. C'est super intéressant parce que tu essayes de prévoir les problèmes à régler, en fait, c'est un peu l'idée. Exactement, je ne l'avais pas pensé comme ça, mais carrément. Il te refait ton pitch. C'est ça, je vais te filer le framework, Mathieu. Non, mais en vrai, c'est vrai qu'il y a ce truc-là, c'est de dire, parce que quand on entreprend, on cherche à répondre à un besoin, mine de rien, parce que sinon... Si personne n'a besoin de poulet, on n'en vend pas. Et vraiment, l'idée, effectivement, de voir la méga tendance, de voir ce qui va arriver dans le futur et se dire, OK, il faut préparer l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on le fait ? Et après, c'est une question personnelle. Est-ce qu'on a la finance pour aller faire beaucoup d'R&D, développer des trucs vraiment dans le futur ou pas ? Nous, on a décidé de monter une entreprise. On pensait qu'on avait la capacité d'aller très vite. Parce qu'on est jeune, parce qu'on n'a pas une manne financière très forte. En plus, nos compétences ne sont pas très techniques pour l'instant. Et le technique, ça coûte cher, où il faut trouver un associé. Et donc, voilà, on est parti sur quelque chose de plus simple pour peut-être demain aller sur une vision beaucoup plus forte ou même monter d'autres entreprises pour résoudre des problèmes plus complexes. J'aime beaucoup l'approche
D'ailleurs, je crois que c'était avec Alex Pro chez Conto, quand on parlait de ça, il me parlait de son expérience chez McKinsey, où il me disait en fait, l'approche est intéressante, c'est qu'on va prendre des gros problèmes, on va les découper en plein de petits problèmes et on va résoudre problème par problème par problème. Ça, je trouve ça hyper intéressant comme démarche. Et sur la méga tendance dont tu me parlais hier, Samir, on était sur vraiment l'idée de se dire, il y a des choses qui ne sont pas en fait rocket science. On ne parle pas de voir le futur de manière folle. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, on pouvait tous voir à peu près que le travail à distance allait à peu près se démocratiser et même rester un peu après. Donc, qu'est-ce que je peux faire derrière ? Il y en a qui ont fait des bureaux spéciaux pour la maison, il y en a qui vont faire des services, il y en a qui vont faire de la livraison à domicile de nourriture. Bon, ça, ça existait déjà, mais voilà. Et donc, du coup, tu peux voir un peu les problématiques que tu as autour. Je trouve ça hyper chouette comme démarche. Ouais. Ouais, exactement. Et qu'est-ce que, pardon, méga tendance, si tu en avais 3-4 comme ça en tête que vous avez vu. Exemple. Ouais. Les exemples, le vieillissement de la population. Donc, voilà. Facile. Classique. Pas moi. Ah non, mais on parle des grosses tendances. Il y a quelques personnes qui arrivent. Voilà. Elon Musk pense qu'il va pouvoir développer ce truc-là, on va voir. Hein, mais... Donc du coup, il y en a, mais c'est super intéressant. En vrai, ce que tu dis, c'est que vieillissement de la population, il y a des gens qui se disent, ok, moi j'aurais une tendance à me dire comment je vais accompagner les gens dans la manière dont ils vieillissent. Et il y en a qui vont se dire comment j'empêche les gens de vieillir. Quoi. C'est carrément. Ma boule, tu vois. Carrément. C'est un peu l'idée de se dire quand je pars d'une méga tendance comme ça, je peux avoir un prisme de lecture qui est très ouvert, quoi, un play. Exactement. L'idée d'une méga tendance, parce que ça reste des tendances gigantesques. Hein, donc, le vieillissement de la population, c'est énorme. Et c'est de décomposer le truc avec différentes. On parle de macro tendances, on va dire. Et tu parlais tout à l'heure de McKinsey. Ça me parle parce que on vient du monde du conseil, mes associés et moi, et de l'investissement. Et donc, voilà, on est assez cartésien entre guillemets notre approche, même si on a une culture assez opérationnelle dans l'action, c'est nécessaire dans l'entrepreneuriat. Un autre exemple, ça peut être le manque de ressources. On va manquer d'eau un jour, les problématiques de la planète. Ça peut être, il y en a énormément. Enfin, la 5G, c'est une méga tendance aussi. Il y a plein de choses qui vont en découler, etc. Le réchauffement climatique, il y a pas mal de choses. Ouais. Ouais. Puis on en trouve dans plein de bons podcasts avec des gens qui parlent de tout ça. C'est chouette. Charles-Antoine, pourquoi toi je reprends d'ailleurs l'exemple d'Alex Pro. Bon épisode qui m'avait pas mal surpris. En plus, c'était il y a assez longtemps, mais quitter pour lui un McKinsey où tu es, on va dire, pas au sommet de ta carrière, mais sur les rails pour vraiment bien partir. D'ailleurs, en fait, je vais tout arrêter. Lui, de mémoire, c'était pour lancer une boîte dans les clubs électroniques, quand même, avant Conto. Tu te dis, mais qu'est-ce qui t'a pris, tu vois ? Qu'est-ce qui t'a pris, en fait ? Pourquoi quitter HSBC pour aller dans les normes ISO ? Ça coûte combien une boîte comme la tienne, d'ailleurs ? Alors, je peux pas discloser le prix, mais est-ce que... Comme tu viens de le dire, Romain, voilà, quand tu vends ton entreprise, c'est toujours des choses très délicates, mais voilà, c'est pas énormément d'argent. Hein. Après, ce qu'il faut mesurer quand on reprend une boîte, c'est qu'on met quand même beaucoup d'argent personnel sur la table, et en plus, on s'endette auprès de la banque. Hein. Donc, on fait ce qu'on appelle un petit montage LBO. Donc, voilà, il y a un risque financier qui est vraiment. Tu peux nous dire combien t'as mis, toi, au moins ? Oui, j'ai mis plusieurs centaines de milliers d'euros. Ok. Voilà. Ouais, donc ça correspond quand même à beaucoup. Ta maison, quoi, enfin, ou une partie. Voilà, c'est tout ton patrimoine personnel, tu l'investis, tu pars avec ta famille aussi dans cette aventure. Donc c'est un vrai risque au sens financier et au sens humain du terme. Et évidemment, la boîte tourne entre guillemets, hein, mais si vous n'êtes pas là, la boîte tourne plus. Hein, donc c'est pas parce qu'on rachète un business entre guillemets in bonis. Donc c'est-à-dire qui est rentable, hein, parce qu'il faut, pour rembourser l'emprunt, il faut effectivement que l'entreprise puisse générer de l'argent. Hein, donc c'est quand même la base du truc. Donc on empile en fait quand même un petit peu les risques aussi sur ce genre de reprise d'entreprise. Mais voilà, mais pour répondre à ta question, effectivement j'ai eu un parcours tout ce qui est plus classique, prépa HEC, école de commerce, 15 ans dans la banque chez HSBC, en France, au Canada, dans l'investment banking. Et donc, pourquoi partir, je dirais, et quitter ce monde où on gagne très bien sa vie, on a un petit peu les menottes dorées. Voilà, c'est justement pour ça. C'est parce qu'on a les menottes. Et donc voilà, j'ai voulu me libérer quelque part aussi un petit peu de ce carcan, quelque part, et de me dire, j'ai envie d'être maître de mon destin quelque part, et effectivement de pouvoir gérer ma propre entreprise.
il y a beaucoup de personnes qui vous disent quand ils reprennent une entreprise qu'ils veulent être leur propre patron, etc. C'est pas forcément ça qui m'a vraiment animé. Hein. C'était plus, si vous voulez, le côté vraiment développement et création de valeur. Hein. Donc à la fois valeur humaine, hein, donc gérer une équipe, parce que dans la banque, souvent, on n'a pas forcément de responsabilité managériale. Donc une façon aussi d'entreprendre, c'est quelque part aussi développer ses capacités de management. Donc ça, je pense que c'était un point qui était important. Et puis effectivement, création de valeur. J'ai identifié assez tôt le marché du conseil en certification comme étant très, très morcelé. Et donc, c'est l'objectif de créer un petit acteur, un leader national, quelque part, du conseil et de l'audit en certification. Donc, c'est ça qui m'anime aussi dans cette reprise d'entreprise. C'est la capacité de développer et de créer un acteur de taille sur un marché qui, aujourd'hui, est relativement morcelé. Donc voilà, création de valeur à la fois humaine et puis financière, je l'espère. Mais voilà, c'est ça qui m'a animé. Le développement évidemment d'un marché, évidemment, parce que c'est ce que j'avais quand même pu faire chez HSBC. Hein. On dit souvent, la banque, effectivement, il y a quand même tout un carcan, il y a pas mal de bureaucratie, etc. Mais j'ai quand même eu la chance de pas mal entreprendre au sein de la banque. Donc j'avais quand même eu un petit avant-goût, quelque part, de l'entrepreneuriat dans la banque, aussi bizarre que ça puisse paraître. Parce que j'ai pu développer des marchés de placement privé en France, donc développer vraiment une franchise de A à Z sur toutes les TPE et les PME françaises. Et donc ça, c'est là où il y a le fil conducteur de la carrière, c'est toujours la partie TPE-PME. Et puis pareil au Canada, où j'ai pu développer un marché de A à Z sur le financement. Donc il y avait à la base aussi cette petite notion d'entrepreneuriat dans la banque. Est-ce qu'il y a une sorte de mirage, je ne sais pas, de se dire en fait... ça va nous rendre heureux d'entreprendre? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est ce qu'on cherche? Moi, c'est le développement personnel qui m'a aidée personnellement. J'ai compris à 40 ans pourquoi je faisais les choses grâce au développement personnel. Bien sûr que Qu'est-ce que tu mets dans le développement personnel? Le fait de savoir comment tu réfléchis, comment tu captes l'information, comment tu captes, comment tu travailles ton intuition, comment tu gères tes relations avec les autres, etc. Donc ça a été un long chemin. Et du coup, forcément, tout ce que tu fais, quand même, j'ose espérer que c'est pour aller vers le mieux. Chacun essaye. Mais du coup, c'est pas mal de se retourner un moment et de se dire pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça? Je me fais confiance, ça doit être pour aller vers le mieux. Mais j'entends beaucoup, effectivement, j'entends cette notion de vouloir impacter les gens, avoir besoin de donner du sens à ce qu'on fait, donner du sens aux gens, etc. Mais derrière, pour moi, ce qui doit nous driver, c'est notre capacité à être pleinement nous-mêmes. Avoir deux métiers, ça veut dire qu'en fait, on est hyperactif et qu'en fait, avoir un seul, c'est juste pas possible. Moi, entreprendre, c'est pouvoir être authentique, libre quand je veux, faire ce que je veux, sans qu'on m'ennuie. Et tout ça, en fait, de manière inconsciente, on va vers quelque chose. Et c'est quand on trouve ce pourquoi on se bouge le matin qu'on arrive vraiment, à mon avis, à développer quelque chose et même à aller plus loin dans son entreprise. Vous avez réussi à pas vous enfermer? Parce que je connais beaucoup d'entrepreneurs qui s'enferment dans un rôle qu'ils ne voulaient pas avoir, en fait. Et quand ta boîte grossit, toi, la vôtre a quand même bien grossi. Vous êtes combien? Alors, on a un peu plus de 360 salariés, et après, on a des partenaires, et donc on est 500 aujourd'hui consultants. Alors non, justement, ça a été, les gens m'ont pris pour une folle vraiment pendant je sais pas combien de temps en me disant mais il faut que tu fasses ça, il faut que tu lèves des fonds, il faut machin, c'est quoi votre business model, hein. Moi j'ai dit Florent, donc mon mari, son truc c'est le networking, il faut construire l'entreprise autour de sa capacité à aller se faire plaisir avec des clients, avec des partenaires, avec les consultants, avec etc. Et tout est construit autour de ça. Et moi, j'ai commencé à organiser aussi à un moment les choses, parce que je me suis dit, j'organise tout autour de mon partenaire et puis après des associés qui nous ont rejoints. Et après, j'ai commencé à organiser les choses aussi autour de moi. Moi, par exemple, je reçois à la maison, chez moi, mes clients. Parce que j'ai beaucoup de mal en société, par exemple. J'ai lu ça quelque part. Ouais. C'est mieux chez toi, en fait. Je suis mieux chez moi, mais il y a énormément d'entrepreneurs qui sont hyper introvertis.
C'est-à-dire qu'on nous vend un modèle d'entrepreneur hyper puissant, hyper présent, mais bon, ce qu'on voit, c'est que Apple, comment s'appelle-t-il ? C'est pour payer tes meubles avec ta boîte que tu fais ça. De quoi ? C'est pour payer tes meubles avec ta boîte. Alors, bien évidemment, ça a quelques avantages, sauf qu'en fait, j'ai un espace complet de salon. Les gens me disent, mais t'es folle. En fait, t'as pas le droit d'aller... Alors, je vais te dire, c'est rien. Non, mais je me suis dit, putain, je vais faire ça. Tu vois, prendre des œuvres d'art et tout, c'est génial. C'est génial. Mais c'est rien par rapport à ce que tu gagnes. Tu vois, c'est des trucs comme ça. L'entrepreneuriat, c'est des idées toutes bêtes. Ouais. Qu'est-ce que ça te coûte d'acheter une table de hyper design si tu reçois ton meilleur client chez toi ? C'est rien, c'est rien. Donc je trouve ça très malin. Mais en tout cas, voilà, ce qui fait qu'on s'enferme pas, c'est qu'on creuse un peu qui on est et comment on organise l'entreprise, la vie entrepreneuriale, le projet, ces associations autour de soi et de qui on est vraiment. Ce qui est intéressant, c'est de mélanger, parce que là, tu se rends dans une sorte de mélange pro-perso qui est quand même deep. Hein. Alors, nous, dans notre organisation, mais en soi, le fait de se connaître pour comprendre là où on doit aller. Moi, souvent, il y a des gens qui me disent « Ouais, je sais pas, il faut que j'entreprenne, je sais pas, j'ai une idée. » Je dis « Mais toi, qu'est-ce que tu aimes faire le matin ? Qu'est-ce que tu aimes faire le midi, le soir ? Parce que selon ton idée, tu vas faire une chose ou une autre. Si aller voir des clients, ça te gonfle, ton projet de vendre je sais pas quoi, ça va être très compliqué parce que la tête de la boîte, ça va être le vendeur. Donc, si ton métier, c'est de créer, bah, à ce moment-là, tu dois avoir une création comme objet de ta boîte. Enfin, il y a des trucs comme ça. Et très sincèrement, je sais pas combien de personnes se sont posé la question, mais je pense pas beaucoup. C'est fou. Mais c'est une réalité. D'ailleurs, j'ai arrêté la musique pour ça. J'ai fait de la musique pendant 8 ans. Parce que je faisais du spectacle, moi je voulais faire ça, donc je l'ai fait. Au lieu de quitter un job, je l'ai fait tout de suite. Et ben en fait, moi je déteste le monde de la nuit, je déteste rester jusqu'à 4h du matin, une fois que j'avais fait mon set, aller discuter avec tout le monde. Franchement, c'était juste pas mon truc. Et il y a des gens qui ont d'ailleurs dans la musique beaucoup souffert de ça, de la vraie vie, de l'entertainment, etc. Donc, faire des choix, en fait. C'est ce que tu dis, c'est que autour de soi. Tu t'es rendu compte que ta passion était la musique, mais que tout ce qui, en fait, je sais pas si on dit le framework, enfin tout ce qui entoure tout ça, la manière de vivre, c'était pas ce qui te convenait. C'est ça. Et l'entrepreneuriat, c'est pareil. C'est que tu peux vite te retrouver enfermé dans ton entreprise. Non, ce qui t'enferme, c'est d'être quelqu'un d'autre. Moi, j'ai été dans un faux self pendant je sais pas combien de temps. Où tu fais semblant, et j'étais là, non, il faut que j'aille parler aux gens, il faut que, parce que Florent le fait, parce que mes associés le font, ou le font pas, selon les... Et en fait, bah non, ça va pas être possible. Et à la fois, au début, il y a quand même un moment, je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais où tu es quand même un peu obligé de sortir toujours de ta zone de confort, d'aller faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Je veux dire... Quand tu es tout seul... Bah ouais, si tu montes un produit, si tu montes un truc, à un moment donné, il va falloir avoir le client, sinon t'es mort. Ou à la limite, tu peux passer par un partenaire, mais bon, quand t'es tout seul, c'est peut-être un peu plus compliqué de passer là-dessus, mais le bonheur, c'est quand même une question hyper vaste. Bon, après, à mon âge, j'ai pas encore compris forcément ce que c'était, je vais pas rentrer dans le truc philosophique, mais dans mon cas, je me suis associé avec deux autres personnes. Et, Des amis. Un ami. Un très bon ami, et l'autre, un collègue, un binôme de mon ami au travail. Et moi, j'avais déjà travaillé avec mon ami, ce qui fait qu'on savait travailler ensemble, globalement. Et en fait, on a des profils différents, des caractères différents. Et du coup, en fait, au démarrage, tout le monde nous disait, à peine on développait la boîte, les gens nous disaient « Oui, alors, c'est la casquette de qui et quoi, machin ?» Enfin, j'en sais rien. J'en sais rien. On est cofondateurs, terminé. Et en fait, les choses se font petit à petit. Il y en a un qui prend un sujet, il y en a un qui prend l'autre. Et moi, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le bonheur, mais quand je signe un client en coworking, je cours, je saute, je crie. Je dégage de l'énergie. Et c'est aussi ça, ce que j'aime beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est le challenge, le succès quand on y arrive. Et même si ça peut être long, il y a des moments qui sont importants. Aujourd'hui, on est encore en plein développement, on est encore en train de comprendre tout le marché, etc. Mais chaque mois, chaque trimestre, il y a des avancées, on essaie de prendre le recul. Et ça, c'est un vrai bonheur, quoi. Voilà. Quelques mots. Romain, toi, il y a un moment où tu vivais ça quand même un peu en parallèle en plus de tes expériences en entreprise.
où tu devais avoir, j'imagine, des moments de joie, de peine, etc. Je ne sais pas si, en fait, alors j'arrive pas bien à me projeter d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des semaines où c'était nul, des semaines où c'était extraordinaire? Est-ce qu'il y a beaucoup d'excitation ou c'est plus un long fleuve tranquille? Est-ce que tu te projetais à dire en fait je vais faire 200 marchés, ou c'était une autre manière de faire? Mais pourquoi, à la limite, je pourrais même te poser pourquoi tu as arrêté ça et est-ce que tu comptes y retourner un jour? Ça a été sur la table à un moment cette question de me dire. J'en avais parlé avec mon ancien employeur, Cyril, du coup de Lydia, où je lui ai posé la question à ton avis, est-ce que je peux continuer à faire un peu tout en même temps? La Dark Kitchen qui vend des poulettes, tu vois. Enfin, j'ai pensé à plein de choses de développement, mais en fait, je pense que ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Je ne sais pas si entreprendre, ça rend heureux. Je sais qu'en tout cas, si je ne l'avais pas fait, j'aurais été assez malheureux. Et que... je suis assez d'accord avec ça. On vit des choses hyper puissantes. Effectivement, quand ça va bien, ça cartonne. Quand on voit le bonheur dans les yeux des clients, en tout cas, je marchais vraiment comme ça parce qu'il y a beaucoup de contacts au marché. Quand on arrive et qu'on se dit, putain, mais en fait, ça marche. Et ça marche encore mieux que ce que je pensais. Et on a plein de projets en tête, on développe, on fait plein de choses. Je pense que si je ne l'avais pas fait, je m'en serais voulu et j'aurais eu cette petite voix dans ma tête qui m'aurait dit, mais en fait, tu aurais peut-être pu faire ça. Et même si aujourd'hui, j'ai arrêté, je vois ça un petit peu comme toutes les expériences. Je suis un peu une éponge. J'ai appris beaucoup de choses sur le marché, vraiment énormément, peut-être un peu plus qu'en école de commerce. J'ai été une véritable éponge pendant 7 ans chez Lydia, à côté de plein de collègues brillants et de Cyril et Antoine. Et aujourd'hui, chez Conto, j'essaye d'être la même éponge pour retourner un moment dans cette aventure entrepreneuriale qui sera, je pense, dans un autre milieu, qui sera peut-être pas les poulets rôtis, parce que ça, j'ai déjà fait, j'adore. Mais j'ai un peu dans un coin de ma tête une sorte de petite voix qui me dit « Ok, apprends et tu pourras réutiliser quand ce sera ta boîte. » Et ma boîte, j'ai aucune idée de ce que ce sera. Je pense qu'on dépend beaucoup des rencontres dans la vie, en fonction de si je rencontre des bonnes personnes, qui ont un projet qui me plaît, etc. Ou peut-être que ce sera monter un resto avec mon meilleur pote dans 10 ans au bord de la mer et que ce sera ça, en fait, cette nouvelle aventure. C'est un resto, on réinvente pas le monde, hein, mais un truc, le meilleur spot sur la plage, ça peut être une super aventure, quoi. Ils étaient bons, tes poulets? Quand je me suis lancé là-dedans, on m'a toujours dit, mais pourquoi? J'ai dit, honnêtement, je veux pas qu'on se souvienne de Romain et ses poulettes comme le stand au marché où on passe devant et c'est tout. Je me suis dit, je veux à la fois que les gens ils se souviennent de ce qu'ils ont goûté pour se dire, ok, c'est super bon, on y va et on met le cœur toutes les semaines pour le faire, même si franchement se lever à 3h du mat quand on est entre 21 et 29 ans, c'est pas ce qu'il y a de plus marrant, hein. Mais en fait, on fait les choses bien jusqu'au bout. Et en fait, avec toutes les convictions, je voulais faire un truc bon et que les clients me disent pas « Ah ben, on vient chez toi parce que c'est pas cher ou autre ». Non, c'était super cher. Mais en fait, ils comprenaient pourquoi. Parce qu'il y a des éleveurs derrière, c'est bio, et ils venaient pour un ensemble. C'était à la fois la qualité du produit, le goût du produit, puis je pense l'expérience globale quand ils venaient chez nous. Ça coûte combien un poulet super cher? Je dois le payer combien normalement? C'était énorme, j'étais totalement dans les prix du marché bio, hein. C'était 23,90 le kilo, et poulet entre 1 kg et 1,5 kg, quoi. Ok, je saurai maintenant. En fait, excuse-moi, mais on ne comprend pas pourquoi tu as arrêté. On voudrait tous que tu continues. J'ai arrêté pour pouvoir continuer d'apprendre, parce qu'en fait, quand on fait quelque chose, on le fait à fond. Et je pense, j'étais arrivé à un moment, à la fois chez Lydia et chez Romain et ses poulettes, où malheureusement, les journées elles font que 24 heures et qu'il y en a 7 seulement par semaine. Et on ne peut pas déplacer ça. On peut faire ce qu'on veut pour tout faire tenir dans ces 24 heures. Mais si je voulais continuer d'apprendre, je pense qu'il me fallait un petit réservoir d'énergie en plus. Et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout parce que chez Conto, j'apprends plein de choses dont j'ignorais totalement l'existence. Et je pense que tout ce que j'apprends là pourra me servir dans le futur. Peu importe la boîte que je monterai, si c'est un resto, start-up, si je reprends une boîte, j'en sais rien, mais tout ce que j'apprends va me servir plus tard. Pour toujours cet objectif, je sais que j'ai toujours cette fibre entrepreneuriale et même si on a plein de choses quand on bosse en start-up, où on se reconnaît un petit peu dedans et on a toujours un petit peu cette fibre de développer quelque chose qui n'existait pas, de faire des choses un petit peu à nous, c'est notre projet et on en est super fiers. Mais quand c'est ta boîte, je pense que tu as ce petit truc en plus qui dit « Ah ouais, c'est cool quand même ».
Je suis d'accord, on aime tous Romain et ses poulettes, j'ai l'impression. Et toi, Charles-Antoine, tu as choisi la voie du reprenariat, alors, qui est un terme qui va devenir très à la mode, parce qu'on lance un projet là-dessus. Mais pourquoi tu n'as pas créé ta boîte ? C'est une bonne question, et je pense que c'est un petit peu le corollaire de ce dont on parlait tout à l'heure. Avant d'entreprendre, en tout cas dans le reprenariat, une des choses importantes, c'est de se connaître. Et moi, je me suis dit, voilà, j'ai des compétences commerciales, hein, j'ai développé des marchés, surtout les marchés de capitaux, c'est moi qui ai développé les marchés français, les marchés au Canada. Je suis un bon gestionnaire, je fais de la finance, je suis doué sur Excel, etc., etc. Mais en revanche, je ne suis pas un bon créateur. Voilà, j'ai pas forcément. Alors l'idée pour moi, c'est pas forcément ce qui est important, mais voilà, le fait de partir d'une feuille blanche, je me suis dit, je me sens pas forcément très à l'aise par rapport à ça. Et donc, je me suis dit, voilà, quelles sont les autres voies ? Donc, j'ai été très analytique dans la façon dont j'ai traité les problèmes pour savoir si j'allais reprendre une entreprise, si j'allais en créer une, si j'allais m'associer, si j'allais faire du conseil, etc., etc. Donc, au moment où charnière où je voulais sortir de la banque, j'ai vraiment fait cet examen de conscience, une façon analytique, et puis aussi évidemment avec aussi un petit peu de sentiment, évidemment. Et ce qui s'est dégagé, c'est vraiment la reprise d'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'on peut exercer un certain nombre de compétences qu'on a pu développer au cours des 10 ou 15 dernières années sans forcément partir d'une feuille blanche. Donc c'est vraiment ce qui m'a poussé, ce qui m'a motivé. Après, il y a évidemment toute la partie montage financier que je connaissais pour la partie reprise d'entreprise. Mais c'est ça qui m'a effectivement motivé dans la reprise d'entreprise. C'est un peu le constat qu'on a en effet sur... et finalement, moi, j'ai deux choses à dire. C'est que moi, mon trip, en fait, dans tout ça, c'est de réparer des choses. Moi, j'aime bien voir des choses qui sont cassées. Et notamment, le digital aide à réparer beaucoup de choses et de me dire, en fait, moi, ma manière d'entreprendre, c'est de réparer. Et le constat qu'on a avec mes associés sur Alvo, c'est de se dire, en fait, le marché de la reprise d'entreprise est cassé. C'est-à-dire que c'est un enfer. Il y a 65 000 boîtes à vendre tous les ans, il n'y en a même pas 30 000 qui sont vendues. Donc il y a quand même un gap et il pourrait y en avoir presque le double en vrai, si le marché était plus transparent. Et notre analyse, elle est assez, je pense, proche de ce que tu dis. C'est qu'en fait, moi, mon trip, c'est de créer des boîtes et je pense que je suis fort là-dessus, de 0 à 1. Mais en revanche, la suite, je ne sais pas le faire. Et en plus, ça m'ennuie. Et je pense qu'il y a plein de gens qui se posent plein de questions sur l'idée, sur comment, et j'en ai plein autour de moi. Moi, c'est l'essentiel de mes potes, en vrai, et qui se disent à un moment, j'aimerais me lancer. Et finalement, c'est quand même plus simple, probablement, de créer de la valeur d'une boîte que tu vas payer 5 millions, que tu vas emmener à 15, 20, 30 en valo, que de prendre une boîte de 0 et de l'emmener à 5 millions. Je pense que, en tout cas, quand tu as tes skills, tes compétences que tu avais à cette époque-là, c'est plus des choses que tu es capable de faire. Voilà, et c'est un avantage, un unfair advantage, comme on dit, un avantage injuste. Je suis d'accord avec toi. Sur le papier, ça paraît très simple, effectivement, de reprendre une entreprise. Maintenant, c'est un peu le parcours du combattant, quand même. Donc déjà, pour vous décrire vraiment très rapidement le parcours, moi j'ai fait, donc, quand je suis sorti de la banque, j'ai fait ensuite 3 semaines de formation dans un lieu qui s'appelle le CRA, les cédants repreneurs d'affaires, qui vous mettent vraiment dans le bain de la reprise. Donc vous côtoyez les 20 autres personnes qui sont en train de faire la même formation que vous. C'est tous des anciens patrons de business unit, des anciens patrons de pays pour la plupart. Alors moi j'avais vraiment une casquette un petit peu différente, donc c'était pour ça que c'était un petit peu particulier. Et puis vous vivez la reprise pendant 3 semaines, vous voyez tous les aspects sociaux, juridiques, humains, fiscaux, financiers de la reprise. Et donc c'est vraiment, c'est quelque chose qui ne s'invente pas, quoi. Il faut se former parce qu'on ne reprend pas comme ça une boîte du jour au lendemain en disant tiens, je vais reprendre une boîte et puis on y va, quoi. Donc c'est un petit peu plus complexe que ça. Et ensuite, vous avez une période qui est généralement une période qui s'étend entre 1 an et demi et 2 ans pour reprendre une entreprise. Pareil, c'est pas genre juste tiens, je vais contacter quelqu'un, peut-être qu'il va vendre sa boîte, etc. Non, il faut être hyper structuré dans sa reprise, sourcer tous les canaux possibles, imaginables, des intermédiaires, des sites internet qui proposent des boîtes à vendre, aller sourcer soi-même des potentielles personnes qui ont leur propre entreprise, donc le marché caché, adresser le marché caché. Donc c'est très systématique dans ces recherches de boîtes. Séduire le cédant, parce qu'on parle vraiment de séduction dans ce genre de sujet. À Paris, il y a un dossier pour 10 repreneurs. Donc c'est un marché très concurrentiel.
Hein, donc c'est pas parce que vous faites une offre que vous allez avoir la boîte. Et dans le Limousin, c'est l'inverse. Et dans le Limousin, c'est pas forcément l'inverse, mais il y a un dossier pour effectivement 3 ou 4 potentiels repreneurs. Donc il y a aussi beaucoup de concurrence, donc il faut arriver à se démarquer, arriver à séduire les cédants. Et quand je vous disais, se connaître soi-même pour entreprendre, c'est aussi savoir pourquoi et construire son argumentaire auprès du cédant pour lui dire pourquoi est-ce que vous êtes la personne qui va reprendre son entreprise. Comme le disait Romain, il y a un vrai attachement, c'est son bébé, on ne vend pas l'entreprise à n'importe qui. Il faut que l'entreprise elle puisse évoluer et en fait, le cédant veut voir dans la personne qui va racheter l'entreprise sa projection quelque part. Hein. Et pour autant, il y a quand même des grosses opportunités, notamment sur la digitalisation. Alors toi, tu me disais que la personne à qui tu as racheté l'entreprise était plutôt jeune, voire très jeune. Plutôt jeune, oui. Il avait 43 ans. 43 ans, mais tu dire que c'est très jeune. Tu touches un point de doigt très important, c'est que sa boîte n'était pas du tout digitalisée. Ouais. Donc les low-hanging fruits, entre guillemets, dans toutes ces boîtes, c'est la digitalisation. Il y a des tonnes de trucs à faire. Très simplement pour couper un petit peu les coûts, harmoniser les process. Potentiellement internationaliser sur certains qui produisent peut-être pas pour toi, mais pour certains qui font de la prod ou de l'industrialisation. Il y a beaucoup de gens qui ont des marchés très locaux et tout d'un coup tu peux t'ouvrir au monde. Voilà. Donc c'est des entreprises qui sont gérées d'une façon un peu artisanale et en mettant quelques outils tech, avec des grands noms de la boîte tech française. C'est très simple en fait. Tu vas te faire accompagner par VO2 et puis, ou Cosa Vostra et puis voilà. C'est ça, exactement. Projette dans le turfu. Si tu veux faire le super combo géant, en fait, il faut à la fois te dire je vais analyser les méga trends, etc. Et puis je vais racheter une entreprise que je vais pouvoir stratosphériser, en fait. C'est un peu l'idée. Tout à fait. Et après, pourquoi tu choisis juste du coup, l'ISO, les certifications, est-ce que là-dessus, tu te dis, en fait, c'est juste un truc qui est bien? Est-ce que tu t'étais dit avant, j'aimerais aller dans ce domaine? Alors, ce qui est très compliqué, c'est d'identifier précisément le domaine dans lequel vous voulez reprendre. Parce qu'il y a plein d'entreprises qui sont dans des domaines très différents, surtout, je dirais, dans les TPE qu'on regarde pour acheter. C'est à chaque fois souvent des marchés de niche. Et donc dire absolument je veux racheter une entreprise dans tel domaine spécifiquement, la probabilité pour que vous trouviez une entreprise qui corresponde exactement à ce que vous cherchez, elle est relativement faible. Donc on est obligé d'ouvrir un petit peu le spectre et de se dire quels vont être les grands critères. Donc moi j'avais mis service B2B dans la santé. Et il se trouve que la boîte que j'ai rachetée, c'est du service B2B évidemment, et dans la santé j'ai à peu près 30-40% de mon chiffre d'affaires qui est dans la santé. Ok. Voilà. Donc il faut arriver, si vous voulez, arriver avec une étiquette auprès du cédant en lui disant voilà, je recherche tel type de boîte, pas forcément exactement la boîte en face de laquelle vous êtes, mais qui correspondent quand même à gérer une recherche un peu structurée. Et à quel moment, ça marche d'ailleurs quand tu crées, quand tu grossis, mais il n'y a pas un moment où tu t'es dit en fait qui je suis pour reprendre cette boîte. Enfin, tu vois ce syndrome de l'imposteur qu'on peut avoir à différentes partie de la vie d'une entreprise. Il n'y a pas un moment où tu t'es dit, tu dis, fallait séduire le cédant. Il n'y a pas un moment où tu dis, mais pourquoi ce serait moi plus qu'un autre et comment je vais y arriver? Non, mais c'est une super question. Le syndrome de l'imposteur, on l'a forcément parce qu'on est en face à un cédant qui connaît intimement sa boîte. On n'est pas forcément du secteur. Donc moi, il fallait que je décolle l'étiquette du banquier en fait auprès du cédant, parce que compliqué de convaincre quelqu'un en disant, je vais comprendre ton métier alors que tu as fait 15 ans de banque. Et donc, je me suis formé déjà. Je me suis formé, j'ai eu mon diplôme d'auditeur ISO 9001, ça fait rêver. Et puis après, je dois remercier le cédant aussi parce qu'il a été très ouvert d'esprit sur mon profil en se disant, c'est un gars, il a fait du conseil entre guillemets toute sa vie dans le financement. Il n'a pas fait du conseil en hors ISO, mais je pense qu'il arrivera à s'en sortir. Donc voilà, et c'est pour ça que quand je dis connaissez-vous, c'est aussi déterminer vraiment quelles sont vos compétences pour monter un business. Vous n'allez pas racheter un business dans l'industrie si vous avez fait que du service auparavant, ou en tout cas ce sera peut-être plus compliqué. Ce qu'on dit généralement dans la reprise, c'est de ne pas multiplier les obstacles. Reprendre une boîte dans une géographie qui n'est pas forcément celle dans laquelle vous êtes, ça veut dire qu'il faut déplacer toute la famille. Reprendre une boîte dans un secteur complètement différent de celui dans lequel vous avez opéré. Reprendre une boîte sur laquelle il y a potentiellement 50 personnes alors que vous n'avez jamais managé des gens. Vous voyez, donc c'est plein de petites choses comme ça où il faut vraiment bien cadrer son projet. Et d'ailleurs, il y a une fiche, ce qu'on appelle une fiche de cadrage où vous récapitulez l'ensemble des éléments que vous cherchez, que vous représentez.
Super intéressant. Ça vous parle, vous, le syndrome de l'imposteur? Je pense que un des freins psychologiques que peut-être beaucoup des personnes ici qui n'ont pas créé de société ont, c'est ça. C'est que moi, j'ai passé ma vie à me dire, en fait, je vais peut-être pas en être capable plus jeune, ou alors je voulais monter des trucs avec des potes, et puis il y en a un par un, il y en a un au moment où il fallait signer ou faire les statuts, aller les déposer au greffe du tribunal de commerce, parce qu'on faisait ça avant. Quai de Corse, tu l'as fait? Vous l'avez fait? Non, toi tu l'as pas fait. Ouais, tu te retrouvais avec quelqu'un, tous les autres qui posaient le stylo, qui disaient non, mais c'est pas le bon moment. Et du coup, toi, tu n'y vas pas non plus. Tu te sers de tout ça comme excuse systématique. Comment on lève tous ces freins? Est-ce que c'est quoi votre expérience là-dessus, tous les deux? Moi, de mon côté, c'est déjà, encore une fois, je me suis associé. On a beaucoup parlé. C'est pourquoi, comment, c'est quoi l'objectif. On s'est posé beaucoup de questions, même c'est quoi notre train de vie, qu'est-ce qu'on recherche. On peut avoir des blocages potentiels. Moi, j'ai envie d'avoir un enfant, ça va être compliqué. Et vraiment, communiquer, on parle toujours du mariage et de la communication, honnêtement, c'est vraiment clé. Je ne sais pas si tout le monde le fait, mais nous, on l'a fait pendant le processus d'idéation. On a passé 6 mois, et on a passé 6 mois aussi à discuter, à parler et à se connaître dans la projection d'entreprendre. Mais sur ces périodes de 6 mois, tu avais tu vois, récemment, sur des enregistrements, je parlais de YC, de Y Combinator, ou différents. Tu avais une deadline, tu avais un engagement à la fin, il devait se passer quelque chose, ou c'était bon? Alors, moi, je suis allé voir Moi, j'étais en CDI, je suis allé voir mon boss et je lui ai dit, écoute, en février, c'était en septembre, en février, je pars. Donc, il m'a dit pourquoi faire, je lui ai dit entreprendre, il m'a dit pour quelle boîte? J'ai dit j'en sais rien. Pas mal ça. Et du coup, lui, il m'a pas pris au sérieux, je pense au début, mais au fur et à mesure, je lui ai dit je vais vraiment partir, et donc ça nous a mis vraiment la pression pour y aller, parce qu'à un moment donné, faut se donner des deadlines. Nous, dans le quotidien, c'est ce qu'on fait. Faut se mettre une petite pression si on a vraiment envie, quand on est vraiment engagé, et du coup, mine de rien, ça nous a fait bosser, ça nous a fait parler, échanger énormément, et ça débloque mine de rien des freins. Je pense que, et même il faut en parler dans son entourage, que ce soit d'un point de vue personnel, mais même sur l'idée. Si l'idée elle est pas claire, et elle sera pas claire au début, c'est une certitude. Il faut vraiment pas avoir peur d'en parler autour de soi. Il y a beaucoup de gens qui pensent, il y a beaucoup de gens qui veulent pas entreprendre, déjà, premier point. Dans ceux qui veulent, on sait pas trop, c'est pas le bon timing, et vraiment le timing c'est clé, et pas que juste sur l'idée, c'est aussi dans l'association. Moi je voulais entreprendre depuis un certain temps, il y a plein de choses qui ont fait que c'était pas possible. Marwan, mon cofondateur qui est tout au fond, vous dira mais moi j'ai cherché mes associés, j'aurais voulu entreprendre mais vraiment super tôt, et je trouvais pas, il y avait toujours un qui... Donc le timing c'est même clé dans les moments de vie. Et ça aussi, c'est un frein, c'est un blocage. Mais qu'on est super sérieux, faut communiquer, en parler autour de soi, même sur l'idée, ça va nous aider. On parle toujours des gens. Les gens disent aussi beaucoup de conneries, mais mine de rien, Merci. mais ils challenge, ils nous font réfléchir. On peut se poser des questions, ça nous fait mine de rien avancer. Et c'est difficile pour certaines personnes, je pense, d'être sûr de soi. Moi, je sais pas entreprendre. Personne m'a appris à entreprendre, et peut-être que je suis un bon ou un mauvais, on verra bien. Mais si c'est une envie qui vient de nous, et Romain, tu disais que... En fait, personne ne sait entreprendre. Non, personne. C'est ça le truc, c'est que personne ne sait manager. Ça prend pas, ça se... Voilà, tu as des formations pour t'accompagner, mais tant que tu ne l'as pas fait, on peut te former autant que tu veux. Mais là, juste avant de venir, on parlait de bonheur, mais il y a des trucs un peu chiants à faire aussi dans l'entrepreneuriat. J'étais en train de lire un contrat sur l'RGPD de 70 pages. La RGPD, je suis en train de monter en compétence sur le sujet. ISO, RGPD, ce soir, on est sorti la grosse artillerie. On fait des formations RGPD, ouais. Et bon, on bosse dessus, on apprend, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, on se fait bien entourer, on en parle. Toi, en fait, hein. Non mais vraiment le fait de communiquer, d'être dans des événements comme ça, d'aller discuter, de parler à des gens, il faut vraiment s'ouvrir, s'entourer, se laisser challenger. Et en même temps, c'est pire compliqué parce que quand on se fait challenger, on n'avance à rien parce qu'on fait rien. Donc à un moment donné, faut quand même avancer. Tout ça fait que, mine de rien, on avance dans les projets, et il faut surtout avancer, dynamique, être dans la dynamique, parce que si on fait rien, il y a rien qui va se passer, personne va nous aider.
Et c'est pas une question de confiance en soi ou pas. Essayez juste d'être dans la dynamique de l'action si vous voulez entreprendre, si c'est quelque chose qui vient chez vous. Ouais. Je te rejoins sur le... Enfin, moi, il se trouve qu'entre deux boîtes, il y a un moment où j'ai fait 1 ou 2 ans où je me suis lancé un peu tout seul à faire du conseil. Et puis, tu vends tes premières journées à, je sais pas, 700-800 €. Et puis, tu en fais une à 1000. Puis, il se trouve qu'un jour, parce que tu as un gros impact sur un truc, tu arrives à vendre une journée à 2005. Et puis, le lendemain, tu fais une journée à 400 parce que c'est quelqu'un d'autre et c'est un pote, etc. Puis, au début, tu te dis, mais attends, je vends quand même 500 balles ma journée. Ça te semble hyper cher. Après, tu vois des avocats. J'ai une de mes avocates qui te disent, moi c'est le même prix mais à l'heure, donc tu dis bon ça va alors du coup je peux vendre plus cher. Et non mais c'était pas méchant, hein, tu sais, on a un bon deal ensemble. Non c'est vrai que en fait c'est hyper dur parce que toi en plus Émilie, vous vendez aussi du jour-homme. Tu te dis en fait il y a des gens, même pour eux c'est compliqué de te dire en fait je vais les payer, je sais pas, 2500 € par mois. Alors il y a des charges, il y a des tas de choses, puis tu as ce qu'on appelle le l'overhead, des tas de fonctions support et de locaux et de choses comme ça. Mais il y a quand même un truc en toi où tu dis mais est-ce que c'est pas un gros scam ce machin quoi? Est-ce que Alors pas du tout. Alors là, là-dessus, pas du tout. D'ailleurs, je trouve que quand on parle d'entrepreneuriat, et je fais une petite pause juste en disant que ce que tu as fait toi sur la reprise, moi, très sincèrement, je ne l'aurais pas fait. On rachète des boîtes aujourd'hui dans le cadre de VO2 Group, donc on leur propose un projet global d'entreprise. Donc là, on en a racheté 3 et il y a une 4e là qu'on est en train de regarder. Enfin, on regarde tout le temps. Hein. Mais ça, franchement, tu as tout mon respect parce que c'est pas simple. Et du coup, c'est vrai qu'on parle pas du tout des équipes. Aujourd'hui, je me souviens l'événement big de l'année dernière, vous savez, sur l'entrepreneuriat. On disait que l'entrepreneuriat est une liberté, etc. Et je voyais des gens extraordinaires, voilà, faire de grands discours là-dessus. Et je me suis dit, mais moi, en fait, mon métier, c'est de gérer des talents, les accompagner. Grâce à eux, on a une superbe entreprise. À quel moment je vais pouvoir dire, sincèrement, les yeux dans les yeux, à ses collaborateurs, entreprendre, c'est une liberté. En gros, t'as raté ta vie, moi, j'ai réussi la mienne. C'est très gênant. Donc là, pour moi, c'est ma limite. En revanche, bien rémunérer les collaborateurs, mais aussi être capable de super bien les pricer, super bien pricer les projets, se projeter dans une vraie dynamique. Quand je disais entreprendre avec un twist, c'est-à-dire on prend un truc qui existe depuis finalement pas très longtemps, mais qui existe déjà et on le fait différemment parce qu'on est indépendant, parce qu'on est engagé, parce que voilà, et du matin au soir, on essaye de faire juste le pas de côté à chaque fois. Tac, tac, tac. Moi, j'ai une ambition folle. Mais par contre, effectivement, le syndrome de l'imposteur, je l'ai ailleurs, tu vois, mais pas sur le fait de vendre cher ou tu l'as où alors? Parce que là, je l'ai fait. Plus je réussis, plus je me dis, parce que je suis hyper exigeante, et ça, on est très nombreux, je pense, plus je réussis, plus je me dis, vraiment, mais tu fais de la merde, c'est horrible, tout ce que tu fais, regarde cette imposture, c'est n'importe quoi. Et plus ça va, plus c'est compliqué de regarder, parce qu'en fait, plus ça va, plus tu connais ton métier, plus tu sais là où tu veux aller, et toi, tu vois là, et puis ta journée, le matin, t'es là. Et donc, forcément, tu es hyper déçu. Donc, j'emmerde tout le monde avec ça. C'est très dur, très compliqué. Mais voilà, maintenant, je me connais. Donc, j'arrive à savoir que d'abord, c'est le syndrome de l'imposteur. Je l'ai dit souvent parce qu'il y a beaucoup de femmes qui le ressentent aussi. Beaucoup d'hommes et aussi beaucoup de femmes. Et du coup, souvent, on a l'impression que c'est une faiblesse, etc. Pour moi, il faut écouter le syndrome de l'imposteur. Ça veut dire, je ne suis pas prête par rapport à mes ambitions, par rapport à mes exigences, etc. Et il y a beaucoup de gens qui ont raison, en fait, de ressentir ça. Effectivement, leur projet n'est pas mûr. Effectivement, leur projet n'est pas prêt. Donc, voilà. Juste, moi, comment je fais au quotidien, j'explique aux gens, je suis désolée, je me suis un peu emportée. Moi, je vois là et on est là, ça m'attriste, mais bon. Mais c'est hyper dur de se dire à quel moment mon projet est prêt. Tu vois, Reid Hoffman, il te dit, notamment sur un projet digital, si tu lances quand tu es prêt, c'est que tu lances trop tard. Si tu quittes ta boîte quand tu es prêt, est-ce que c'est pas trop tard? Toi, tu n'étais pas du tout prêt. Tu vois, et juste, il y a un moment où, en fait, tu rentres dans ce mouvement. Tu regardes l'iPhone, tu dis quand même, les mecs ont... Enfin, après, moi, j'y connais rien. À chaque fois, on me donne un iPhone. Je suis super, je peux faire des photos, mais
je pense pas que les mecs ils lancent des trucs complètement Là, on parle de l'arrache. Fini. C'est sûr que. Est-ce que Steve Jobs, quand il s'est lancé sur la. Enfin, tu vois, je pense à Alain Ducasse. Tu vois, moi, un mec qui m'a foutu énormément de pression quand je l'ai reçu sur Génération du Pixel, c'est Alain Ducasse. Parce qu'en fait, le mec, il arrive. En fait, tout est parfait. Il vit dans une bulle de perfection, tu vois. Donc, quand il arrive, il y a une chief of staff ou quelqu'un qui débarque une demi-heure, 20 minutes avant, et puis qui vient, qui te parle, etc. Et regarde un peu. Et puis elle me pose 2-3 questions. Et puis à un moment, je lui dis. Oui, il est au courant qu'on va se tutoyer et elle me dit non, je crois pas, etc. Et puis bon, elle redescend, plein de choses comme ça. Et le mec, il arrive. Il te parle, il fait « Ah, salut Mathieu, comment tu vas ?» Direct. Et tout, en fait, tout ce qu'il dit dans l'épisode est noté, machin. Derrière, il te renvoie un petit papier, une invitation au resto, machin, etc. Tout est parfait. Quand tu vois ça, tu te dis, mais chez moi, mais c'est de la merde, en fait. C'est genre, je passe ma vie à dire à tout le monde. Mais si c'est important pour toi, peut-être. Et il y a beaucoup de gens, en fait, qui sont comme ça. Et du coup, on les culpabilise à mort en leur disant, non, vas-y, fais n'importe quoi. Moi, quand je vois des gens faire n'importe quoi, je dis non, en fait, j'ai pas envie de vivre dans ce monde-là, j'ai pas envie de. Moi, ça m'emmerde. Okay. Mais je pense que, on est super exigeant. Après, il y en a qui le sont moins. Il y a pas de sujet. Mais dans un caractère perfectionniste, c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est pas toujours évident. Franchement, c'est très dur, c'est vrai. c'est super dur. On a 10 000 choses à faire. On a 24 heures, on a 7 jours. Nous, franchement, le nombre de tâches qu'on a en retard, c'est l'enfer, quoi. Et on veut faire chose bien. Je saoule les gens parce que les plantes ne sont pas arrosées, tu vois. On en est, tu vois. C'est pire que nous. Je pense. Et le truc, c'est que, je repars sur mon truc de la dynamique de l'action. Certes, on va pas toujours être, ça va pas être parfait. C'est un peu la merde, c'est un peu le bordel. Mais le fait d'être dans la dynamique, d'être dans l'action, d'avancer. Franchement, quand on prend un peu de recul, et c'est hyper important de prendre du recul, de mettre des moments de vie, 2 mois, 3 mois, je sais pas, avec les collaborateurs, avec les associés et autres, et se dire, ok, qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on en est, on fait un point. Et là, on est, en fait, c'est peut-être pas trop mal, et à la limite, si on se dit ça va pas, on le sait et on met les actions pour les améliorer. Et ce truc-là de prendre du recul, c'est clé. Et en plus de ça, on parlait de sauter le pas. Nous, on s'est mis la pression, etc. Ça fait partie de mon caractère. On n'est pas tous pareils. Mais si vous êtes sérieux, mais vous pouvez développer une entreprise. On n'a pas besoin de faire un iPhone. On peut développer un truc tout simple au démarrer. Essayer de décomposer l'histoire, décomposer l'idée et dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire là pour commencer une vie entrepreneuriale. Oui, et puis je pense que je ne sais pas si en vendant des poules, tu vois, tu dis je règle pas de problème ou je sais pas quoi. Je sais pas, moi je pense que je suis pas d'accord. Je sais pas si tu me rends plus heureux en me donnant un iPhone qu'en mangeant un bon poulet avec mes enfants qui est bon en fait, qui est bien réussi le dimanche midi, tu vois. Enfin, il y a quand même Je pense qu'effectivement on peut pas. Enfin, on peut comparer absolument tout, mais c'est la même chose qu'on ressent, peu importe l'activité. Et je suis un peu comme toi, tant qu'on est dans l'action, le done is better than perfect. En vrai, fais ton truc. C'est une de nos valeurs. C'est une de nos valeurs. Ce sera pas bien. De toute façon, pour faire bien du premier coup, franchement, je connais personne qui est né avec la science infuse. Fais-le et puis corrige après. Et alors, je te dis pas plante-toi. Hein. Je te dis plante-toi. En fait, vas-y, fais le mal et puis après tu corriges et tu te dis. Ok, pourquoi je l'ai fait mal ? Tiens, je vais corriger ce petit truc et on y va. Et c'est quelque chose qu'on nous apprend pas mal. Chez Conto, on a des boss qui sont hyper inspirés par le lean management. Et en fait, t'apprends en faisant. Donc fais, parce que tu feras jamais parfaitement du premier coup. Et puis après, tu corrigeras petit détail par petit détail. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Tu prends le gros problème, tu découpes en plein de petits. Et en fait, si tu vises une trop grosse pièce d'un coup, franchement, t'avances pas, quoi. Je préfère avancer. Et j'ai commencé, j'avais une remorque, une vitrine, l'autre, elle était même pas encore livrée. Je me suis dit, en fait, franchement, je pourrais commencer mon marché dans 3 mois. Mais en fait, vas-y, t'as déjà du matos, tu fais pas un truc parfait, il te manque la moitié de tes produits, les producteurs, ils t'ont pas tout envoyé. Fonce. T'es peut-être super fort, en fait. Enfin, il y a ça aussi, c'est-à-dire que j'entends bien que, par exemple, dans les grandes scale-up, qui ont levé énormément, etc. Enfin, encore une fois, je suis très contente de l'histoire qu'on a avec VO2. On n'a pas levé de fonds. Et donc, c'est aujourd'hui, on regarde la levée de fonds pour imaginer faire ses calculs de valo, etc. Du coup, ça, c'est la réussite.
Et du coup, moi, en fait, je me dis, ces personnes qui disent better done than perfect, en fait, ils sont tellement forts que déjà done, c'est déjà, tu vois, c'est déjà super. En fait, donc c'est un peu, les dés sont un peu pipés, tu vois. Qu'on est trop fort, c'est juste que, en fait, je préfère y aller et si je rate, pas grave, j'aurais appris un truc et j'aurais. Tu vois, quand il y a des collabs d'engagés, je trouve ça hyper dur. T'entreprends, ou même tu reprends le truc, better done than perfect. Je comprends la dynamique parce que bien évidemment, voilà, moi aussi j'ai envie de réussir et il n'y a pas de souci. Mais quand on n'a pas forcément le profil du mec qui vise juste à chaque fois, quand on engage des collaborateurs, quand on engage des fonds, des gens qui mettent de l'argent. Moi, better done than perfect, je me dis, pas toujours. Voilà, c'est juste moi, je te rejoins là-dessus. Je dirais les choses d'une façon un tout petit peu différente. En tout cas, dans mon métier, la gestion des priorités. Voilà, c'est vraiment ça le plus important. Hein. J'enfonce un peu une porte ouverte, mais quand tu as 50 000 trucs à faire toute la journée, voilà, je vous épargne toutes les anecdotes de tous les entrepreneurs. Mais voilà, gestion des priorités. Sur les priorités qu'on définit, on peut effectivement viser un petit peu parfois des choses parfaites, quoi. Mais done is better than perfect, c'était une des valeurs de Facebook au début, et ils en sont revenus, ils l'ont sorti de leurs objectifs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'idée au début, c'était de dire, en fait, on doit aller vite, tu dois sortir, shipper, comme on dit dans le digital, des tas de choses. Et à un moment, quand tu as 2 milliards d'utilisateurs et que tu balances un truc qui te fait une grosse faille de sécurité, ça marche plus. Donc en l'occurrence, je pense que ça correspond à des moments de l'entrepreneuriat. Non, mais totalement, enfin, c'est dynamique, on va pas garder la même valeur tout le temps, on a des besoins de valeur en fonction des étapes, et le done is better than perfect, je te rassure, c'est pas on va lever des fonds. c'est quand même un process, quoi. Et en fait, par contre, chaque étape de tout ça, on peut essayer dans certains cas d'avancer davantage, et après il y a des priorités, des trucs stratégiques. Non, les gars, on va se caler. Et bon, le done, quand même, il faut pas non plus faire trop de conneries. C'est un truc où il faut jouer un petit peu, un minima. Et surtout, il faut pas reproduire les mêmes conneries. Je pense que c'est ça le plus important. C'est qu'à chaque connerie, tu apprends et tu la refais pas. Ça, c'est le plus insupportable, je pense, pour un entrepreneur. C'est vraiment de se dire, en fait, dans les gens avec qui tu travailles, notamment les reproductions, si à chaque bêtise que tu fais, tu n'apprends pas, ça ne marchera pas, quoi. Je veux dire, c'est cogner la tête. C'est dur d'apprendre. Il faut sacrément se connaître pour apprendre de ses erreurs, hein, quand même. En général, on reproduit les mêmes trucs et puis après on se retourne et dit merde, c'est quelqu'un d'autre qui nous aide. Mais... Voilà, et en fait, c'est là où j'allais en venir. Non, on n'est pas parfait, c'est pas le cas. Et encore une fois, il faut s'entourer, il faut en parler, il faut discuter, et on est donc quand même dans des sujets un peu de passion. Que ce soit l'idée, que ce soit l'aventure, que ce soit plein de choses, on trouve quelque chose qui fait qu'on bosse quand même pas mal. Et on peut aussi transmettre cette passion. Je pense que c'est un avantage. Et du coup, en parler autour de soi, on peut avoir des gens qui peuvent nous aider, donner un petit coup de main, 10 minutes par là. Et d'avoir un done qui est pas trop dégueu. Et après, c'est aussi le done en interne et un done un peu plus parfait en externe. Faut aussi jouer un petit peu là-dessus. On a vu un peu le comment, on a vu un peu le pourquoi, on a vu les manières de se lever un peu les freins dans la tête, les cliquer, je ne sais pas, enfin en tout cas, j'aimerais qu'on prenne des questions dans la salle si vous en avez, mais avant ça, je voudrais juste savoir si vous avez des regrets. Est-ce que vous regrettez de vous être lancé ? Moi, je connais peu de personnes et ça m'intéressera de savoir s'il y en a qui l'ont fait ici et qui regrettent. Il y en a qui se sont lancés, qui ont quitté un job, qui ont monté une boîte, qui se sont plantés, qui sont retournés. J'en connais. J'ai des potes qui ont fait des foirades magistrales. Mais j'en connais aucun qui me dise je regrette. Vraiment, j'aurais pas dû le faire. Est-ce que toi tu regrettes par moment, tu te dis j'étais mieux avant, je gagnais plus d'argent Non, je gagne mieux ma vie aujourd'hui. Déjà, c'est vrai déjà. Et non, je regrette pas un instant. Hein. Donc alors après, oui, il faut gérer, on va dire, les équilibres. C'est ça qui est délicat. C'est qu'évidemment, on est tellement dans son entreprise, dans son entrepreneuriat, que voilà, parfois on en oublie la famille, les enfants, sa femme. Donc voilà, c'est des choses assez basiques, hein, mais respecter ces équilibres, c'est plus ça qui est difficile. Et donc non, absolument aucun regret, au contraire. On le disait tout à l'heure, moi j'ai l'impression de m'accomplir dans ce projet en fait. C'est vraiment ça ce que je suis venu chercher dans l'entrepreneuriat, l'accomplissement.
D'ailleurs, on est tous là un mardi soir à 20h passées, donc c'est bien, on a des bons exemples d'équilibre vie pro, vie perso. Tu as eu des regrets est-ce qu'il y a des choses que tu n'aurais pas fait, je sais pas, alors soit d'arrêter ou surtout de le faire? Est-ce qu'aujourd'hui, tu ne te dis pas j'ai loupé des trucs de ma vie C'était la question qui revenait le plus souvent. Mais tu regrettes pas de te lever tous les samedis et dimanches à 3h du mat pendant que nous, on va faire la fête, on bouge, on part en week-end? Pas une seule seconde. Je pense que vraiment, comme je disais tout à l'heure, si je ne l'avais pas fait, j'aurais regretté. Et beaucoup plus fortement, j'ai pas eu l'impression de m'empêcher de vivre. Au contraire, franchement, un agenda, ça se réorganise. Je sortais quand même avec mes potes. Je pense que je faisais même plus la fête qu'eux, mais ça tombait juste pas sur les mêmes jours. Il faut juste savoir s'organiser. Et aujourd'hui, vraiment, il y a 1000 choses à regretter dans l'exécution, parce qu'on ne fait jamais parfait. Mais pourtant, en fait, avec un peu de recul, non, il fallait que je le fasse pour me planter, pour apprendre. Et comme tu disais tout à l'heure, pour ne pas refaire 2 fois la même erreur. Bon, peut-être 2 fois, ça arrive quand même, mais on retient pour la 3e. Et le seul regret, ça aurait été vraiment de ne pas le faire. Émilie ? Je peux pas te dire. Je suis. C'est fou cette question. Moi, je suis quelqu'un. J'ai été mise en responsabilité en fait dans plein de domaines de ma vie, y compris avec cette entreprise où mon mari me dit je veux y aller. J'ai dit bah, on y va avec une ambition, une vision, etc. Donc j'ai pas le luxe entre guillemets j'ai le luxe de beaucoup de choses, mais pas celui de me poser cette question parce qu'il y a des collaborateurs qui reposent sur nous, parce qu'on a emmené des associés avec nous et qu'il faut tenir. Quoi. Tu pourrais dire oui, je regrette ça. De quoi? T'as peur de te la poser? Qui peut se dire aujourd'hui que parmi les 1000 vies, tu vois, qu'il aurait pu choisir ou qu'elle aurait pu choisir, il n'y en a pas une autre qui pourrait être... c'est pas des regrets, par contre, c'est une forme de curiosité. Donc j'essaye d'être curieuse au maximum. C'est plus une curiosité que des regrets. Mais oui, j'aurais aimé que le monde d'entreprise m'accepte. J'aurais aimé que, au départ, je sois accompagnée, propulsée par des hommes et par des femmes aussi, entrepreneurs. Je regrette que le modèle entrepreneurial dominant aujourd'hui soit pas le mien. Je regrette et du coup de pas avoir plutôt poussé les choses. C'est pas grave. Voilà. Tout dépend ce qu'on met derrière le mot regret. Mais je sais pas répondre. Moi, j'ai le regret de ne pas avoir été un pilote de Formule 1, mais bon, c'est j'ai le même, moi. Ouais. Mais non, moi, j'aurais eu... J'ai cru, jusqu'à 25 ans, je me suis dit c'est encore possible, mais j'avais toujours pas conduit de Formule 1. Ouais, c'est terrible, c'est terrible. C'est trop tard, quoi. Mais un peu comme Romain, moi, j'aurais eu le regret de pas entreprendre. C'est vraiment un truc, ça fait longtemps que je voulais faire ça. Et la vie avance, les choses se font, et je me suis toujours dit non, faut pas que tu regrettes, faut à un moment donné que tu y ailles. Mon père m'en a un petit peu parlé, et lui il a un peu ce petit regret là, je pense que c'est un regret très fort, mais il a eu quand même ce truc là. Et donc je me suis dit non mais faut y aller, quoi, faut taper dedans. Et en termes en termes de regrets, je veux dire, évidemment, on sort moins, on bosse comme des dingues, on se perd un peu dans tout ça parce que c'est quand même sympa au global de résoudre des problèmes et tout ça. Mais mine de rien, on bâtit, on crée des projets. Et en fait, il n'y a pas de critique, tout ce que je vais dire, mais je me dis, si on sort, si on va au resto, tous ces éléments-là, c'est du consommable. Et dès le moment où on crée un projet, ça peut être l'achat d'un appartement. Quand on crée un projet, on bâtit, et au moment où on prend le recul, on se dit, franchement, on a fait une tonne de trucs, bons ou mauvais, mais on a fait une tonne de trucs. Et ça, honnêtement, jamais j'aurais de regret d'avoir tenté la chance, d'avoir essayé de bâtir quelque chose, même si ça se foire. Il y a un moment donné, on a fait des trucs avec les collaborateurs, j'ai sué, j'ai perdu les cheveux, j'ai mal dormi, et en même temps, à des moments, j'ai couru dans l'open space en disant, mais ouais! Et tout ça, ça fait partie de la vie, et je trouve ça quand même pas mal d'un point de vue personnel, quoi. Donc le regret, on verra. Je suis encore jeune, mais pour l'instant, je pense pas que je l'aurai. Écoute, moi, je vais partager mon une fois n'est pas coutume, à mon avis.
moi, je me dis que quand je vous écoute, en fait, il y a plein de manières d'entreprendre. Et donc, finalement, moi, quand je voyais mes potes banquiers, je me disais, et que j'étais en train de bûcher sans gagner grand-chose, voire en gagnant vraiment pas grand-chose par rapport à tous mes potes, à de temps en temps pas sortir parce que en fait, la sortie était trop chère et que je leur disais non, je peux pas ce soir, je bosse ou je suis occupé, mais c'est juste que j'avais pas forcément l'argent pour. Je me disais, ouais, plus tard, je le regretterai pas, etc. Et je le regrette pas du tout. Ce qui m'énerve maintenant, c'est de voir des gens comme toi, qui non seulement avait le pognon à l'époque, mais qui en plus aujourd'hui gagne encore plus. Ça, je me dis, finalement, c'est vraiment injuste, mais donc il y en a qui ont tout compris. Mais non, c'est vrai que je pense que tout ça m'a aidé à construire pas mal de choses, et c'est vraiment des choses que tu empiles, quoi, qui sont super intéressantes. La seule chose que j'ai pu voir autour de moi aujourd'hui dans les entrepreneurs, et si je puis me permettre pour ceux qui le sont ou qui veulent le devenir, c'est de faire vraiment attention à ne pas s'enfermer, encore une fois, dans un rôle. Moi, je crois que j'ai réussi à faire ça en me faisant coacher, notamment, hein, parce qu'à un moment, quand je commençais à voir mes podcasts qui grossissaient, je voyais finalement mon attention qui partait sur d'autres choses, et puis mon envie aussi, puis d'envie d'entreprendre sur Alvo, qui est une idée que j'ai en tête depuis longtemps. Et puis en fait, à un moment, je me suis dit, je suis en train de lâcher mes associés sur Cosa Vostra, et en fait, en parlant avec Tristan, mon coach que j'ai reçu sur Génération Do It Yourself, j'ai réalisé, lui il m'a dit, mais en fait, est-ce que vraiment tu aurais plus d'impact si au quotidien tu gérais tous les entretiens de recrutement, tous les entretiens annuels, toutes les rencontres avec les clients, tout le processing de la boîte, etc. Ou est-ce que vraiment en t'épanouissant dans ce que tu veux faire, finalement tu ne peux pas avoir aussi le super combo géant. Et voilà, je vois trop de gens qui arrivent dans leur job d'ailleurs dans une boîte, mais aussi en tant qu'entrepreneur, à s'enfermer quelque part. Et ça, je pense qu'il faut faire très attention, parce qu'en fait, on peut s'épanouir chez Lydia en vendant des poulets le week-end. On peut s'épanouir de différentes manières, comme tu l'as dit, en faisant un super projet d'appartement ou une maison de campagne ou je sais pas quoi. Donc voilà, l'entrepreneuriat n'est pas la seule issue, mais quand on y est, il faut vraiment s'attaquer à tout ça. On va arrêter cette session parce qu'on est déjà super en retard, puis j'entends des bruits de bouteilles au fond qui me donnent envie. Je voudrais vous remercier déjà d'être là. C'est hyper sympa d'être venus aussi nombreux. On va être ravis d'échanger avec vous. Je voudrais remercier pas mal de monde, que je me trompe pas. Christopher, déjà, merci, je te l'ai dit tout à l'heure. Orso aussi, avec Maureen et Magali. Je voudrais remercier Conto, qui me laisse beaucoup de chance, qui me donne beaucoup de chance depuis plus de 2 ans maintenant. J'ai vraiment... je le dis, vous voyez, je pense que c'est aussi une question de karma. On a une confiance qu'on développe depuis des années avec Conto. On en parlait tout à l'heure, Christopher racontait qu'à chaque repas, moi je convertis des gens à Conto tous les jours, mais genre en montrant les features et en disant voilà, et je pense que j'en ai converti presque autant juste en one-to-one qu'avec mes podcasts, je sais pas, peut-être pas quand même, mais voilà, et j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir des partenaires comme ça qui comprennent comment je travaille, pourquoi je fais ça, qui comprennent ces valeurs qu'on essaye de transmettre, qui comprennent ce karma, et voilà, et je pense qu'ils l'ont, et d'ailleurs, Germain, mon associé sur Alvo, a quitté Conto la semaine dernière et nous rejoint cette semaine. Et les 2 fondateurs de Conto investissent dans notre boîte. C'est vous dire quand même, vous voyez le genre, quoi. En fait, ils le laissent partir, ils investissent chez nous. Vous voyez, quand je parle de karma, il y a des choses vraiment super qui se passent entre nous. Et je suis tellement heureux et fier de les avoir comme partenaires. Donc merci de nous permettre d'organiser ça, d'être là tous à vos frais, en tout cas. Et puis voilà, j'ai énormément de chance de vous avoir à mes côtés. Merci à vous tous d'être venus, et puis à bientôt en audio sur Génération Do It Yourself. Salut. Merci.